Monique subissent le plus gros de cette avalanche et reçoivent des centaines d'appels anonymes. Maintenant, le corbeau n'est plus silencieux et s'acharne sur les blessures anciennes, ricane sur le statut de Jackie qui n'a jamais connu son père et s'amuse à s'installe enfin sur la vallée de la Vologne. Jean-Marie et son père Albert sont persuadés que cette tranquillité retrouvée est la preuve qu'ils ont démasqué le corbeau. Pour eux, il s'agit toujours de Jackie. Ils croient naïvement que leurs soupçons ont suffi à les arrêter avant que la gendarmerie ne s'en charge. Malheureusement, si le corbeau s'est tu, ce n'est pas parce qu'il a été attrapé, mais parce que s'il continuait, il ne pourrait plus se servir de Jackie et le laisser être accusé à sa place. Et comme le frère rejeté et soupçonné ne leur parle plus, il ne les alerte pas quand le danger refait surface. Car en mai 1984, sa femme Liliane décroche. Désormais, le corbeau ne se contente plus d'appels nocturnes. Sa créativité malfaisante se déploie dans des canulars de plus en plus élaborés. Livraison de fioul que personne n'a jamais commandé, infirmier appelé en urgence pour malaise. Même le capitaine des pompiers d'Aumonzé reçoit lui aussi un coup de téléphone à son domicile pour lui signaler qu'Albert est mourant. Les secours se précipitent, sirène hurlante, pour découvrir Albert bien vivant et stupéfait de ce remue-ménage. Mais à force de canulars, des détails intéressants leur permettent d'avoir quelques indices. Par exemple, pour connaître le numéro personnel du capitaine des pompiers, il faut habiter le village ou connaître quelqu'un qui y habite. Ce renseignement ne figure que sur le calendrier des pompiers d'Aumonzé. Et puis, le corbeau semble pouvoir les épier puisqu'il sait ce qu'ils font au moment où ils le font. Sur les hauteurs d'Aumonzé, plusieurs maisons dominent le domicile des grands-parents, Albert et Monique. De là-haut, on a une vue imprenable sur leur allée et venue. Plusieurs couples vivent dans ce périmètre restreint de la Toussaint. Le corbeau bombarde Albert de 27 appels dans la même journée. Chaque sonnerie fait sursauter le vieil homme et lorsqu'il décroche, il n'entend que des menaces et des ricanements. En fin d'après-midi, la voix lui annonce triomphalement une surprise à venir. Vers 20h30, des coups résonnent à sa porte. Albert ouvre et manque de s'évanouir. Monsieur Lapoirie, le croque-mort des pompes funèbres du même nom, se dresse devant lui en costume sombre. L'homme est gêné de découvrir Albert bien vivant et cette mise en scène macabre pousse enfin Albert à franchir le seuil de la gendarmerie. Fini la loi du silence, l'affaire devient officielle. Mais l'état de santé d'Albert se dégrade visiblement sous l'effet de ce harcèlement quotidien. Il sombre dans l'obsession, ne parle plus que du corbeau, ressasse chaque appel et décortique chaque menace. Cette fixation maladive achève de détruire petit à petit son équilibre mental. Les soupçons se cristallisent rapidement sur une branche de la famille. Le corbeau manifeste une attention particulière pour les marginaux du clan et pousse le reste de la famille à les suspecter. Alors Albert et Jean-Marie font part aux gendarmes de leurs suspicions concernant Liliane et sa famille, puisqu'elle est la femme de Jackie, le fils illégitime que le corbeau défend systématiquement dans ses appels. Cette prise de position et cette animosité envers Albert font de Jackie le premier suspect. Interrogé comme un vulgaire délinquant, il explose face à son père et Jean-Marie qui l'accusent. Jackie sort de la gendarmerie le cœur en miettes et la rage au ventre. Et comme le corbeau défend aussi Michel, ce fils fragile, il subit le même sort avec sa femme Ginette. Ces deux couples ne seront lavés de tout soupçon que lorsque des témoins les entendront recevoir eux-mêmes les appels du corbeau. Mais le mal est fait. Jackie tourne le dos à cette famille qui le rejette depuis toujours. La dispute se termine avec Albert, le grand-père de Grégory, qui dit à Marcel « J'irai cracher sur ta tombe ». Ils ne le savent pas encore à ce moment-là, mais cette menace ressurgira dans l'écriture du corbeau. Dans une lettre de 1983, il écrira « Je te hais au plus haut point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras ». Le fait de reprendre les mots exacts d'Albert pose question. Soit le corbeau a été témoin de cette dispute, soit il y a directement participé. À cette époque, après des mois d'attente, la gendarmerie obtient enfin le précieux sésame, l'autorisation d'écoute téléphonique. Cette surveillance de la ligne d'Albert et Monique représente leur meilleur espoir de coincer le corbeau. Mais poser des micros ne suffit pas, il faut une stratégie pour exploiter cette opportunité. Alors ils élaborent un plan. Quand le corbeau appellera, Monique ne devra surtout pas décrocher, même face aux insultes et aux menaces. Pendant que le corbeau débitera ses horreurs sur le répondeur, elle devra discrètement quitter le domicile et filer chez Michel, dans la maison voisine. De là, elle contactera immédiatement la gendarmerie, et les gendarmes déclencheront alors la procédure d'urgence pour localiser l'origine de l'appel. C'était un peu compliqué à l'époque, je résume, quand le téléphone sonne, Monique doit aller à côté chez Michel pour prévenir la gendarmerie de lancer l'écoute. Déjà ça c'est bancal, mais Monique, c'est une petite dame qui est avancée dans son âge et qui aime bien discuter, dire ses petits secrets, et en quelques semaines, tout le village est au courant que son téléphone est sur écoute. Elle l'a dit au boulanger discrètement, l'a répété au boucher, à la pharmacie au postier. Forcément, ça arrive jusqu'aux oreilles du corbeau, qui n'appelle plus. Le capitaine saisit l'occasion pour lui demander de garder le silence sur cette bombe jusqu'à lundi. Ne rien ébruiter afin de protéger l'enquête. Lucien et Muriel lui promettent de ne rien dire. Les gendarmes laissent partir l'adolescente avec un mélange de frustration et d'angoisse. Ils ont entre les mains le témoignage qui changer l'affaire à jamais, mais doivent attendre le bon vouloir d'un juge plus soucieux de ses loisirs que de justice. Le lundi arrive et les gendarmes apprennent avec soulagement que Lucien et Muriel ont respecté leurs promesses. Pas un mot sur l'affaire n'a filtré pendant le week-end. Le secret reste intact. Mais Lambert n'est pas du genre à se presser. Il veut d'abord recevoir les conclusions définitives de l'expertise en écriture. Muriel peut bien patienter encore un peu. Le père un virage à 180 degrés. Le nom de Bernard Laroche ne l'intéresse plus. Toute son attention se concentre désormais sur Christine Villemin, la dernière personne à avoir vu Grégory vivante. Quoi? Attendez, ça va trop vite là. Les gendarmes réalisent qu'ils ont affaire à un magistrat versatile qui traîne une réputation professionnelle plus que moyenne et qui, à force de voir dans cette affaire son moment de gloire, commence à y faire des ravages. Bah oui, parler aux journalistes, c'est quand même bien plus sympa que de devoir se taper la paperasse et les interrogatoires.